Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Faut-il encore rappeler ce qu'est ce service de VPN qui propose plus de 5000 serveurs dans le monde pour changer d'IP tout en passant par une connexion chiffrée entre vous et le serveur? Le tout avec une interface intuitive qui permet par exemple de contourner le géoblocage pour une plateforme de VOD ou de sécuriser un réseau Wi-Fi en voyage. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, avec le code Bidouille, vous avez accès à une grosse promotion pour un engagement de 2 ans avec un mois offert. Vous pouvez aussi tester le service pendant 30 jours avec possibilité d'être remboursé. Rendez-vous sur nordvpn/bidouille et utilisez le code bidouille. Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Depuis l'aube de l'humanité, une question hante les esprits. Mais bordel, c'est quoi la puissance réactive? Cette attente est désormais terminée. Avec cette vidéo, vous allez tout comprendre. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, si vous regardez votre abonnement électrique, vous remarquerez que ce dernier est en kVA, en kV-ampères, au lieu de kilowatts. Le watt, c'est la mesure de la puissance électrique. Un PC, par exemple, consomme quelques centaines de watts. Donc pourquoi l'abonnement électrique est exprimé en voltampères au lieu des watts? Surtout que les watts, c'est des volts fois les ampères, non? On trouve à peu près tout et n'importe quoi sur la puissance réactive quand on cherche sur internet. Donc je pense qu'une petite vidéo pour comprendre ce que c'est ferait pas de mal. Commençons par la base. Un courant électrique, c'est des électrons qui se déplacent dans un conducteur. En réalité, c'est un poil plus complexe, mais pour nous, à notre échelle, on va dire que c'est des électrons qui se déplacent, ça suffira largement. L'intensité, c'est le nombre d'électrons qui passent dans le conducteur en une seconde, exprimé en ampères. Une analogie qu'on peut faire, c'est d'imaginer une transmission d'énergie mécanique avec une courroie. L'intensité serait l'équivalent de la vitesse de la courroie, la force de traction représenterait la tension. Le mouvement de la courroie est entretenu par un moteur qui est l'équivalent de l'alimentation électrique. L'énergie transmise dépend donc de la force fois la vitesse. J'ai pris cette analogie sur Wikipédia. Bon, en même temps, c'est soit ça, soit des tuyaux pleins d'eau. Le courant continu, c'est des électrons qui avancent dans le câble dans un seul sens. En analogie, c'est comme si la courroie avançait toujours dans le même sens. La puissance transmise par l'électricité à un appareil se calcule assez simplement en régime continu. La tension fois l'intensité. Donc si j'ai 2 ampères sous 10 volts, j'ai 20 watts de puissance. Bon, ça c'est pour du courant continu stable, il n'y a pas de lézard, c'est simple. Mais le problème, c'est que la prise de la maison, c'est pas du courant continu. C'est du courant alternatif sinusoïdal. Bon, alors déjà, pourquoi cette forme? C'est simplement le tracé dans le temps d'un point sur une roue. Ainsi, la vitesse de la roue détermine la fréquence. Sur le réseau électrique, une période de ce signal, donc un tour de roue, dure 20 millisecondes. Il faut le répéter 50 fois pour obtenir une seconde. 50 Hz, la fréquence du réseau électrique. Et si le signal est le résultat d'un point sur un cercle qui tourne, c'est parce que ce qui produit la très grosse majorité de l'énergie sur le réseau électrique sont des générateurs électriques, des machines qui tournent. Pour plus de détails, j'ai fait une vidéo. La tension et l'intensité ont donc cette forme dans le temps. Ce sont des électrons qui font des allers-retours dans les fils. Si on prend une analogie avec une courroie, c'est comme si elle oscillait, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Sur le cercle, on peut représenter l'intensité et la tension par 2 vecteurs comme les aiguilles d'une horloge. Une horloge qui tourne à 1500 tours par minute quand même. Au niveau de l'analogie avec la courroie, on peut faire pareil. On a la force qui tire le câble et la vitesse du câble. On voit que la force varie progressivement en permanence, tout comme la vitesse. Maintenant, mettons-nous au niveau d'un appareil électrique. On place un ampère-mètre et un voltmètre. Voici le signal dans le temps. La puissance consommée par l'appareil dans le temps est toujours le produit de la tension par l'intensité. Si on prend chaque point sur la courbe et qu'on fait le calcul, ça va donner cette courbe. La puissance consommée par l'appareil est elle aussi sinusoïdale, mais toujours positive. Normal, ici l'intensité et la tension sont positifs, plus fois plus, ça fait plus. Et ici, les 2 signaux sont négatifs. Et moins fois moins, ça fait plus. En revanche, là et là, les 2 signaux sont à 0, donc la puissance est nulle. Voilà, donc ça c'est la puissance en régime alternatif. Mais, il y a un truc qu'on n'a pas pris en compte. C'est que les 2 signaux là, la tension et l'intensité, ne sont pas obligés d'être parfaitement alignés dans le temps. Autrement dit, sur notre horloge, les 2 vecteurs peuvent être décalés. Donc, les 2 courbes de tension et d'intensité sont aussi décalées. Cet angle entre l'intensité et la tension est appelé le déphasage. Plus le déphasage est important, plus le décalage entre la tension et l'intensité est prononcé. Et il ne peut pas dépasser plus ou moins 90 degrés. Et c'est là qu'on en arrive au moment fatidique. Si on fait le calcul de la courbe de puissance avec un déphasage, donc un angle entre la tension et l'intensité, on va se rendre compte d'un truc bizarre. Ici, la tension et l'intensité sont positifs, donc la puissance est positive. Ici, négatif fois négatif, donc positif aussi. Mais ici, tension positive,
intensité négative. Normal, hein, car les deux sont décalés. La puissance est donc négative à cet endroit. En fait, on s'aperçoit que plus l'angle est important dans un sens ou dans l'autre, plus la courbe de la puissance passe dans le négatif, jusqu'à un extrême théorique où on a autant de puissance positive que négative. Cette partie négative signifie que l'appareil, à ce moment-là précisément, renvoie de l'énergie sur le réseau électrique au lieu d'en consommer. C'est cette partie-là qu'on appelle la puissance réactive. Le meilleur moyen mnémotechnique pour retenir tout ça, c'est la pinte de bière. Imaginez une pinte de bière, une bonne pinte de bière là, avec une bonne bière bien fraîche. C'est relativement facile à imaginer, hein. La puissance positive est la puissance dite active, c'est-à-dire la puissance consommée par l'appareil. C'est celle qu'on va utiliser, c'est la bière. La puissance réactive, c'est la partie d'énergie négative, donc renvoyée sur le réseau électrique. On n'en a pas besoin, c'est la mousse. Et la pinte, c'est la taille totale de la courbe. On l'appelle la puissance apparente. La relation entre ces trois puissances est calculée sous la forme d'un triangle rectangle. La puissance utile est horizontale, la réactive, donc la mousse, verticale, et la puissance apparente, donc la pinte, est l'hypoténuse. On n'utilise pas assez ce mot hypoténuse. Le déphasage est représenté par l'angle ici. Quand le déphasage augmente avec la même puissance utile, la puissance apparente est plus importante. Autrement dit, pour la même quantité de bière, plus il y a de mousse, plus on est obligé d'agrandir la pinte. Alors oui, je sais, c'est cruel de parler autant de bière alors que les bars sont fermés. Courage. Moi aussi, je souffre. Et c'est pourquoi l'abonnement électrique ou les transformateurs sont dimensionnés en volt-ampères et pas en watts. Parce qu'en utilisant cette valeur, on définit la capacité totale d'énergie. Peu importe la proportion de puissance active ou réactive, c'est la puissance apparente. Car de toute façon, le réseau électrique doit supporter les deux. Ça veut dire que pour un appareil qui consomme 100 watts avec un déphasage de 30 degrés, il consommera environ 115 voltampères. Et le réseau électrique, donc les câbles, les transformateurs, etc., devront être capables de faire passer 115 voltampères au lieu de 100. À l'échelle d'une ville ou d'une région, l'accumulation de puissance réactive engendrée par des millions d'appareils rajoute une charge supplémentaire sur le réseau électrique qui fait chauffer les câbles et peut créer des instabilités. En gros, le réseau et les centrales peuvent absorber un peu de puissance réactive, mais si elle est trop importante, c'est la merde. Alors, comment ça se fait que l'intensité puisse être décalée avec la tension? C'est quand même bizarre ce truc. Eh ben, c'est dû à des phénomènes physiques. Le phénomène capacitif, qu'on retrouve notamment dans les condensateurs, le phénomène inductif, qu'on retrouve dans les bobines, et le phénomène résistif qui, lui, change pas le déphasage, mais on le retrouve de partout pour nous rappeler que ce monde n'est pas parfait. Ouais, comme si on avait besoin. L'idée, c'est qu'un appareil qui consomme un signal électrique variable peut soit se contenter de subir cette variation, c'est le cas de la résistance qui se contente de chauffer, soit de réagir à la variation. Il y a deux types de réactions possibles. L'effet inductif, représenté par une bobine. Quand on alimente une bobine, qui est un conducteur enroulé autour d'un noyau, on crée un champ magnétique. Et quand on coupe l'alimentation, ce champ magnétique diminue, faisant bouger les électrons dans la bobine. En analogie, c'est comme un volant d'inertie qui met du temps à se lancer et continue de tourner une fois qu'on a coupé le moteur. Une bobine crée une sorte d'inertie électrique via son champ magnétique. Vu que l'alimentation en courant alternatif varie tout le temps, la bobine va absorber de l'énergie et en relâcher avec un décalage dans le temps par rapport à l'alimentation. Avec une bobine, le courant est décalé de moins 90 degrés. L'intensité est en retard par rapport à la tension. Pour le phénomène capacitif, on le représente sous la forme d'un condensateur. Deux plaques séparées par un isolant diélectrique. Il a le comportement inverse d'une bobine. Il accumule des charges sur ces plaques. Quand la tension commence à baisser, le condensateur se décharge dans le circuit. En analogie, c'est comme si la courroie entraînait un ressort spiral. On en trouve dans les montres, par exemple. En courant alternatif sinusoïdal, le condensateur crée un déphasage de plus 90 degrés. Le courant est en avance sur la tension. On pourrait bien sûr décomposer à chaque fois ces courbes, mais je me contente d'expliquer le minimum. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a des phénomènes physiques qui vont créer des réactions dans l'alimentation. Alors là, ce que je viens de vous décrire le plus simplement possible, enfin du moins je l'espère, c'est trois types de comportements que peut avoir un appareil qui consomme de l'énergie sur le réseau. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des modèles théoriques. En réalité, aucun appareil n'est purement capacitif ou purement inductif. En réalité, un appareil peut être plutôt inductif ou plutôt capacitif. Cela va se traduire par un déphasage plus ou moins prononcé dans un sens ou dans l'autre, mais jamais à 90 degrés. Alors déjà, on va tuer le truc dans l'œuf direct. La puissance réactive n'est pas une puissance inexploitée sortie des ondes telluriques en phase avec les résonances de Schumann qui permet de comprendre l'énergie d'où est tirée l'essence de la conscience cosmique. Il y a une explication bien plus simple, et on a déjà un indice si on connaît la règle universelle en science.
Les scientifiques n'ont aucune originalité pour donner un nom à quelque chose. On parle de puissance réactive. Ce renvoi d'énergie sur le réseau se fait en réaction à quelque chose. Et ça vient des phénomènes physiques que j'ai expliqués avant. Il n'y a pas création d'énergie car une bobine, par exemple, va renvoyer une partie de l'énergie qu'elle a reçue avant. C'est aussi pour ça que le déphasage ne peut pas atteindre ou dépasser les 90 degrés. Sinon, ça voudrait dire que l'appareil renvoie plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et même renvoyer exactement la même énergie signifierait qu'il n'y a aucune perte, ce qui est impossible. Et enfin, la question à plusieurs millions, voire milliards, est-ce qu'on peut l'exploiter cette énergie? Et la réponse est oui. C'est ce qu'on fait quand ça vaut le coup. Par contre, le comment risque de vous décevoir si vous pensez qu'on peut créer de l'énergie alternative ou surnuméraire avec la puissance réactive, comme certains le racontent sur le net. J'ai parlé du fait qu'on a des charges plutôt capacitives ou plutôt inductives. Il suffit de connecter, le plus près possible du problème, une charge très capacitive ou très inductive pour revenir à un déphasage acceptable. Ça va s'annuler, si vous voulez. Alors, pour les petits consommateurs, les maisons, tout ça, on part du principe que tout le monde a à peu près le même type d'appareil chez soi, du coup on passe par des normes. Par contre, pour les gros consommateurs, comme les industriels, c'est pas du tout la même. Parce qu'un industriel, ça peut consommer beaucoup, et il y a des usines qui peuvent être très inductives, comme quand il y a beaucoup de moteurs en fonctionnement, par exemple. Du coup, les fournisseurs d'énergie imposent aux gros consommateurs un déphasage minimal. Sans cette limite, on perdrait énormément d'énergie dans les câbles, et le réseau deviendrait instable. On installe donc, dans les usines, des stations de compensation de puissance réactive. Alors il y a plusieurs manières de faire, mais le classique, c'est les gros racks de condensateurs, si on veut compenser une charge inductive. Mais ce genre d'installation coûte cher, donc on le fait soit quand ça vaut le coup économiquement, soit quand on est obligé. On parlera peut-être de tout ce qu'on nous vend sur la compensation individuelle, mais sachez juste une chose. À l'échelle d'un particulier, vous ne payez pas la puissance réactive. Et la preuve est sur la facture, vous payez bien en kWh et pas en kVA. C'est l'abonnement qui est en kVA. Alors, il y a un autre problème en plus du déphasage, c'est la déformation du courant. En effet, certains appareils, comme les alimentations à découpage que l'on retrouve dans les PC, les chargeurs, ou dans les alimentations de néons, ce genre de trucs, vont avoir tendance à déformer le courant, qui passe d'une forme sinusoïdale à un truc dans ce genre. Et là encore, ça va avoir un impact sur la puissance active reçue par l'appareil. Alors bien sûr, il y a des normes qui imposent aux appareils du commerce de ne pas avoir un courant trop pourri, tout comme ne pas avoir un déphasage trop important. Et il y a un chiffre qui regroupe d'ailleurs les deux, le déphasage et la déformation du courant, c'est le facteur de puissance. Notez lambda, il varie entre 0 et 1. 1 signifie qu'il n'y a ni déphasage, ni déformation. Pour les appareils dont la consommation est supérieure à 25 watts, le facteur de puissance doit être supérieur à 0,9. Mais en dessous de ce que j'ai pu comprendre, c'est open bar. Ce qui fait que des petits appareils, type chargeur de téléphone, petite télé, lampe LED, ce genre de trucs, peuvent avoir un facteur de puissance complètement aux fraises, en particulier quand c'est pas cher. Alors, j'aborde pas ici cette question dans le détail de la déformation du courant et du facteur de puissance. Si ça vous intéresse, vous avez une vidéo de iodure métallique sur le sujet, qui fait carrément un cours sur la question. La puissance réactive est donc un élément essentiel pour comprendre le fonctionnement des réseaux électriques, et j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez une meilleure idée de ce que c'est. Je précise que cette vidéo n'est pas un cours, il y en a plein sur YouTube si vous voulez apprendre les équations et rentrer dans tous les détails mathématiques. Je vous dis donc à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses, et quand vous le pourrez, si vous avez un rencard, n'hésitez pas à expliquer la puissance réactive avec une bière. Je suis sûr que il ou elle appréciera. Allez, salut!